Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se prend un petit peu à l'avance cette année. Je vais déjà vous sortir les pronostics de WrestleMania 35. Oui, vous avez bien entendu, Sully Perfecten, celui qui est toujours en retard, s'y prend une semaine à l'avance pour vous faire les pronostics. Pourquoi? Parce que la semaine de WrestleMania, traditionnellement, elle est dense. Il y a beaucoup de choses à regarder. Il y a forcément TakeOver vendredi prochain. Il y a le lendemain le Hall of Fame à regarder. Forcément, avec en plus WrestleMania qui arrive, les pronostics, etc., etc., il n'y aura pas le temps de faire tout ça. Donc, je m'y prends à l'avance. Le seul inconvénient, c'est qu'il peut y avoir, évidemment, une ou deux choses qui vont s'ajouter à la carte, des petites peut-être stipulations qui vont s'ajouter, enfin vous connaissez les bails. Mais bon voilà, s'il y a des choses intéressantes, importantes, qu'il serait bon de préciser pour le bien des pronostics, je vous en ferai part bien entendu dans la semaine. Je vous ferai une courte vidéo et je vous ferai un complément sans problème, un complément pas très long, en tout cas ça sera une vidéo de pas plus de 5 minutes, comme ça on sera très bien. Et je pense que c'est mieux comme ça, puisqu'on a quand même déjà 14 matchs prévus. Donc je pense que c'est le bon moment de faire déjà ces pronostics. Une toute petite parenthèse sur NXT TakeOver New York. Pronostic vraiment à la volée. Ça va prendre 2 minutes. Vous avez vu cette très très belle affiche. Entre parenthèses, vous avez pu, si vous avez l'œil, regardez à droite de l'écran, vous pouvez apercevoir 2-3 échelles, notamment sur le côté droit, du côté des filles. Donc c'est quelqu'un qui avait noté ça sur internet, et c'est vrai que ça peut du coup annoncer un ladder match pour le Fatal 4-Way féminin, donc quelque chose qui n'était pas prévu à la base. Donc c'est peut-être un indice selon lequel ça sera finalement un ladder match. Donc effectivement c'est intéressant. Alors les pronostics, on va aller très très vite. Walter, pour moi, va prendre la ceinture et va détrôner enfin Pete Dunne. Il est grand temps de changer de champion, et Walter, pour moi, est intouchable. Velveteen Dream, pour moi, va conserver son titre face à Matt Riddle. Peut-être un match qui va protéger quand même quelque part Riddle, parce que je ne le vois pas vraiment perdre clean de chez clean. Donc peut-être un roll-up, quelque chose de très rapide. Quelque chose qui va un peu protéger quand même Riddle. Donc conservation de la part de Velveteen Dream. Match suivant, ensuite on a le match par équipe entre les War Raiders et Ricochet, Aleister Black et Ricochet. Ça va être un super match, ça c'est sûr. Et War Raiders sont programmés pour conserver, puisque voilà, ils ont un règne quand même qui est assez transparent, mais n'ont pas encore eu de grosses défenses de titre là, et donc ça va être leur première défense de titre significative, et donc il faut vraiment qu'ils conservent, parce que là on les a pas encore beaucoup vus finalement défendre leur titre, et puis c'est pas le but de Black et Ricochet de devenir champion par équipe. Normalement ils sont prédestinés au main roster, donc pas de surprise de ce côté là. War Raiders vont conserver. Match suivant, donc comme je vous le disais, les filles avec Baszler, Belair, Sane et Shirai. Là je vais prendre un petit risque. Je pense que alors si c'est un Fatal 4-Way ou un ladder match, peu importe, mais en tout cas l'avantage c'est que dans ces deux matchs, ces deux stipulations, ça protège n'importe qui, puisque en tout cas ça protège encore plus si c'est un ladder match, puisque on n'est pas obligé de prendre le pin ou la soumission. Donc du coup forcément ça peut protéger davantage, notamment Baszler, qui pourrait donc perdre sa ceinture sans perdre elle-même. Donc je vais donner plutôt l'avantage à Bianca Belair. Bianca Belair qui n'était pas passé loin lors du takeover précédent. Pour les japonaises, bon, Sane, elle a eu son run. Shirai, pas impossible, mais moi je vois plus Belair et Baszler qui passerait dans le main roster, et du coup avec une feud entre Belair et Shirai. Voilà comment je vois les choses. Belair championne, Shirai pour la feud. Et enfin, le 2 out of 3 falls match pour le titre vacant de la NXT, donc un match qui n'était pas prévu bien sûr. Gargano contre Adam Cole, baby. Je pense que Adam Cole va s'imposer. Autant si c'était Gargano Ciampa, Gargano, je pense qu'il aurait pris la ceinture et il serait devenu le premier Triple Crown
NXT Champion, mais là je pense que c'est plutôt pour Adam Cole, le 2 out of 3 falls, ça sent pas bon pour Gargano, et en plus bien sûr il y aura l'Undisputed Era au complet qui risque fortement d'intervenir, en tout cas Cole l'a laissé entendre, donc on peut dire quand même qu'il y a un gros avantage. Alors à moins d'un dernier twist, un vrai twist, ce serait le retournement de dingue, ce serait que la Undisputed Era trahisse Adam Cole pour faire un face turn, faire un face turn à Adam Cole. C'est pas impossible, je dirais, mais je pense que quand même que c'est Adam Cole qui va s'imposer. Maintenant, on n'est pas traditionnellement, il n'y a pas d'intervention dans les matchs du championnat masculin de la NXT, hein, dans les takeovers en général, ça se fait d'homme à homme, hein, traditionnellement. Peut-être qu'il peut y avoir un turn après le match. Ça, pourquoi pas. Peut-être que les Undisputed Era viendra célébrer avec Adam Cole. Et là, les trois s'en prendraient à Cole. Là, ça serait une grosse sensation. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Et puis ça permettrait aussi à Gargano, vu que Ciampa, de toute façon, il est blessé pour un certain temps, peut-être, on en parle, peut-être d'aller directement soit dans le main roster, soit carrément à 205 Live. On en parle pas mal, notamment peut-être si Buddy Murphy restait champion, peut-être qu'on aurait une nouvelle feud entre Gargano et Buddy Murphy là pour redonner encore un peu plus de lustre, de lumière à 205 Live. Ce serait quand même pas mal. Ça serait un peu dommage peut-être pour Gargano, mais ça donnerait quand même un gros spotlight à 205 Live. En tout cas, ce serait le but s'il devait faire ça. Voilà, j'en reste là pour Takeover. On va passer directement donc à WrestleMania, le gros morceau, avec ce qui pourrait être, en tout cas, le kick-off. L'Andre the Giant Memorial Battle Royale, c'est quand même la tradition en général. Ça fait kick-off. Il n'y a pas si longtemps que ça, on s'en souvient, ça avait fait je crois le pré-main event, c'était assez étonnant. C'était passé très loin sur la carte, mais maintenant c'est plutôt relégué en kick-off. Alors, il y a 29 participants qui ont déjà été annoncés, donc pratiquement tout le monde, hein. Traditionnellement, il y a quand même toujours des surprises, donc la carte en général, le plateau des participants n'est jamais entièrement révélé à l'avance, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait encore 1, 2, 3, voire 4 noms, puisque j'ai regardé traditionnellement en dehors de la 3e édition qui n'avait vu que 20 participants, ce qui était assez étonnant. Les autres, on avait 31, 30, 33 et à nouveau 30 participants, donc minimum 30 participants. Et là, on en a 29 annoncés, donc à minima, on devrait s'attendre au moins à une surprise, voire 2, voire 3, voire 4, avec des noms de la NXT notamment, peut-être même NXT UK. Voilà, c'est très probable. On va vite donner les noms qui sont officiellement annoncés, il y en a 29. Braun Strowman, Colin Jost, Michael Che, Andrade, Apollo Crews, Titus O'Neil, Tyler Breeze, Jinder Mahal, Noé Rosé, Bobby Roode, Chad Gable, Kalisto, Grand Metalik, Lindsay Dorado, Bo Dallas, Curtis Axel, Keith Slater, qui a la particularité d'avoir participé à toutes les éditions de l'Andre the Giant Memorial Battle Royale, c'est le seul homme à l'avoir fait. Rhino, Victor, Connor, Ali, ils n'ont plus Mustafa Ali, c'est n'importe quoi, mais bref. Shelton Benjamin, Luke Gallows, Carl Anderson, Matt Hardy et Jeff Hardy, donc qui sont là malheureusement. Otis, Tucker et EC3. Voilà, j'ai les 29. Pour les pronostics, Braun Strowman, pour l'instant en tout cas, hein, si on regarde un peu les cotes, il est énormément favori, largement même. Maintenant, est-ce que c'est pas un peu trop facile? Maintenant, cette histoire avec Colin Jost et Michael Che me fait peur. J'ai même un petit pronostic fou. Ce serait que Colin Jost et Michael Che s'imposent en même temps, c'est-à-dire qu'ils soient co-vainqueurs de cette bataille royale, ce qui n'est encore jamais arrivé. C'est arrivé au Royal Rumble, bien sûr, dans l'histoire, mais jamais lors de l'Andre the Giant Memorial Battle Royal. Donc ce serait vraiment une grande première. Colin Jost et Michael Che, ça me fait un peu peur. Et Strowman est un peu trop favori, c'est un peu trop évident. Donc Strowman, bien sûr, c'est le premier nom qu'on a en tête. Maintenant, attention, les noms qui n'ont pas été annoncés. Alors maintenant, on peut penser, je pense à Kurt Hawkins, qui n'a toujours pas eu sa vraie victoire, son vrai WrestleMania moment. Zack Ryder. Les deux, Ryder et Hawkins, qui ne sont pas encore annoncés dans ce match, sont tous les deux new-yorkais. Ils seront du coin, donc ça peut faire aussi une belle pop pour les deux. Zack Ryder a été champion intercontinental à WrestleMania, donc il a eu son WrestleMania moment. Donc je serais tenté plus de donner un vrai WrestleMania moment à Kurt Hawkins, pardon. Donc peut-être que Kurt Hawkins pourrait tirer son épingle du jeu. Sinon, on va ressortir le Lars Sullivan, classique, qu'on attend toujours. Bray Wyatt, qui était quand même
qui avait eu son rôle à jouer hein, l'année dernière dans cette bataille royale en faisant gagner Matt Hardy. Là, pour son grand retour, hein, donc il pourrait peut-être nous refaire le même coup. Grand retour à nouveau dans la bataille royale, mais bof, je crois pas que ce soit le bon moment pour revenir. La bataille royale, ça serait un peu faiblard de revenir là-dedans. Donc je ne pense pas que Bray Wyatt soit là. Sami Zayn, pareil. On pourrait retrouver un petit Fandango, ça ferait plaisir. Qui est apte hein, maintenant. Mojo Rawley aussi, hein, qu'on voit dans un petit programme, là où il se parle à soi-même dans un miroir. Peut-être qu'il y a un programme pour lui. Son pote aussi, Ron Gronkowski, hein, qui vient de prendre sa retraite, hein, l'ancien joueur du coup des Patriots de New England, qui avait aussi eu son petit moment, notamment avec Mahal, qui avait permis justement à Mojo Rawley, son pote, de s'imposer. Peut avoir son petit moment aussi. Voilà, les noms qu'on peut ressortir. Et puis sinon, bah, peut-être des surprises venant de la NXT, je sais pas, un Velvet Dream, un Matt Riddle, peut-être un Gargano, un Adam Cole ou je ne sais qui d'autre. Voilà, un peu les noms qui peuvent ressortir. On va donner donc Strowman ou je dirais Colin Jost et Michael Che pour la victoire en double, la double victoire. Ça serait étonnant, mais à mon avis, pas impossible. On va passer maintenant au match suivant. Bah, la bataille royale féminine, maintenant, cette fois-ci. Alors là, pour le coup, on a seulement 13 filles annoncées pour le moment, que vous pouvez voir à l'écran. Donc on va les citer, hein. Liv Morgan, Mickie James, Nikki Cross, Sonya Deville, Zelina Vega, Dana Brooke, Carmella, Lana, Naomi, Ruby Riott, Asuka, Sonya Deville et Mandy Rose et Sarah Logan. Alors comme vous pouvez le constater, malheureusement la pauvre Asuka est reléguée, carrément reléguée dans cette bataille royale, hein, après un invraisemblable twist mardi dernier, puisqu'elle a perdu sa ceinture à 2 semaines de WrestleMania. Elle perd sa ceinture face à Charlotte Flair. Beaucoup de spéculations. Maintenant, les raisons les plus probables dans ce qu'on a pu entendre, mais ce qui effectivement me semble probable, puisqu'on devait avoir mardi dernier un Fatal 4-Way pour désigner justement l'adversaire d'Asuka à WrestleMania. Ça aurait dû être entre entre Naomi, Carmella, Rose et Devil. Ce match a été scrappé parce que apparemment il n'y avait pas assez de filles disponibles. Il n'y aurait pas eu assez de filles disponibles pour la bataille royale. Du coup, ils ont tout annulé et ça permet du coup de libérer les 4 filles d'un coup et donc d'avoir Carmella, Naomi, Rose et Devil disponibles pour la bataille royale. Et en plus, Vince McMahon visiblement n'était pas forcément, trouvait que c'était pas forcément très hypant d'avoir un Asuka contre n'importe laquelle de ces 4 filles. Et pour le coup, je suis très bien d'accord avec lui. Maintenant, ce qui est vraiment désolant, c'est pour Asuka, la pauvre, qui a vraiment un booking désastreux. Elle se fait encore vraiment avoir dans l'histoire. Ce qui m'a fait le plus mal au cœur, c'est quand Kurt Angle était arrivé. En plus, ils enchaînent les segments. C'est un peu une nouvelle mode maintenant. On enchaîne les segments alors que le précédent n'est à peine terminé. Ou quand Kurt Angle est arrivé, en plus pour féliciter Charlotte alors qu'elle est heel, bref, c'est n'importe quoi. Et puis qu'il passe comme ça devant la pauvre Asuka qui était encore au sol à l'extérieur du ring. Ça m'a fait mal au cœur. Et donc c'était très difficile et c'est con vraiment, ce serait vraiment dommage pour Asuka qui avait quand même fait abandonner Becky Lynch. Elle a fait abandonner The Man au Royal Rumble, hein, quand même, c'est pas rien. Elle fait abandonner The Man, elle conserve son titre et puis derrière elle a un règne transparent. On ne la voyait quasiment plus à SmackDown et voilà quoi, des matchs de merde contre Devil, contre Rose notamment, et voilà quoi, elle est réduite, et du coup Asuka est reléguée. Donc ça donne encore une fille de plus donc cette bataille féminine. Donc c'est surtout un peu ça l'idée, c'est de libérer et de donner plus de filles disponibles pour cette bataille royale, et aussi probablement avoir un main event encore plus avec encore plus de star power, puisque avoir la championne de Raw mais aussi la championne de SmackDown dans le même match, ça donne encore plus de spotlight, de lumière à ce main event. Et puis voilà, les 3 filles, Charlotte, Ronda et Becky, ont commencé à faire la petite tournée des télés américaines pour promouvoir le match. Donc forcément avoir 2 championnes, les 2 championnes du main roster plus Becky Lynch, voilà, ça fait encore une plus belle affiche que si on avait eu que la ceinture de Raw. Bref, on en reparlera après de ce match. Donc voilà, pour le pronostic, Asuka est favorite, hein, il faut le dire, dans les cotes. C'est pas large, c'est pas aussi large que Braun Strowman, mais elle est favorite. Maintenant, on a vu la victoire de Naomi l'année dernière qui était complètement what the fuck et imprévisible, qui n'a absolument servi à rien.
Donc c'est très difficile. Maintenant il n'y a que 13 filles annoncées, donc il peut y avoir encore énormément de filles. À noter que ils ont bien précisé à la WWE qu'il y aurait aussi des filles d'NXT, donc roster de Raw, de SmackDown et de NXT. Donc c'est très important de le préciser. Donc il va y avoir sûrement d'autres filles, notamment celles qu'on verra à TakeOver. Donc on peut penser à Baszler, on peut penser à Belair, à Sane, à Shirai, à Candice LeRae, à Lacey Evans, qu'on n'a pas vu dans le dernier Raw et même dans le dernier SmackDown cette semaine. On ne sait pas pourquoi, mais pour une fois, on nous a pas fait le petit coup de troll là, son aller-retour. Mais là, il faut s'attendre à ce qu'elle soit là, puisqu'elle est aussi dans les favorites, dans les outsiders. Donc attention à Lacey Evans aussi, qu'on a l'impression qu'on veut la pousser là. Nikki Cross, éventuellement, ça n'a pas, il n'y a pas trop de sens scénaristique, mais pourquoi pas. Voilà, c'est très difficile. Pour l'instant, oui, Asuka, ça serait quand même bien qu'on lui donne quelque chose. Maintenant, elle a quand même gagné déjà la bataille royale, enfin le premier Royal Rumble féminin de l'histoire. Donc, est-ce qu'on va lui faire à nouveau gagner une bataille royale? J'en suis pas certain. Zelina Vega va-t-elle nous refaire le petit coup de je reste tranquillou à l'extérieur, voire sous le ring, le temps que toutes les filles s'étripent, parce que ça devient son gimmick un peu. Elle nous l'a fait à Evolution, elle nous l'a fait au Royal Rumble, donc ça devient un peu la spécialité de Zelina Vega maintenant de se planquer, jusqu'à ce qu'elle se fasse quand même finalement rattraper et se faire éliminer. Donc elle va peut-être nous refaire le coup. J'attends de voir ça. Voilà, et puis sûrement d'autres surprises. Peut-être Trish Stratus et Elita, si elle ne s'annonce pas au match des tag team féminines. Peut-être que elle pourrait s'ajouter à ce match. Peut-être voilà, pour histoire d'avoir aussi un peu d'anciennes, même si les anciennes ne sont pas annoncées. Normalement, on n'a que du roster actif annoncé, avec la NXT en plus. Donc voilà, donc plutôt Asuka. Et puis sinon, Lacey Evans. Et peut-être une co-victoire. Alors comme je parlais de Che et de Just, peut-être Devil et Rose, s'ils veulent continuer un peu à intensifier leur début de feud là qu'on avait pu entreapercevoir ces derniers temps. Si on veut relancer un peu cette histoire entre Rose et Devil, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais peut-être. En tout cas, avoir un petit plan entre les deux, et puis peut-être les deux qui s'auto-éliminent en même temps, ou alors ou les deux, oui voilà, quelque chose comme ça, et qui seraient les deux dernières survivantes, mais elles finissent en même temps les deux pieds au sol, et du coup elles se deviennent co-vainqueurs. C'est pas impossible. Et puis voilà, avec des petits clins d'œil au passé, et puis peut-être Naomi et Devil encore face à face. Enfin bref, il y a encore plein de choses à faire. Voilà pour ce match. On va passer au troisième match qui pourrait être le troisième match du kick-off, le match Cruiserweight entre Buddy Murphy le champion et Tony Nese. Match qui pour moi était logique. Le tournoi pour moi c'était mon favori, Tony Nese, puisque c'était à la fois une fiche un peu nouvelle, un peu inédite, parce que Cedric Alexander, voilà, il est très bon, mais bon, Murphy Alexander, on l'a déjà eu, notamment en Australie, puisque c'est là que Buddy Murphy a pris la ceinture, c'était face à Alexander, donc c'était pas très nouveau, donc c'était bien d'avoir ce match entre que j'avais appelé le Buddy versus Buddy, puisque c'est le pote, Buddy, et Buddy Murphy, donc c'était les deux potes, l'un face à l'autre, donc l'histoire se racontait toute seule, et maintenant c'est monté en intensité. On a vu Murphy qui est allé accueillir Nese après sa victoire face à Alexander, et puis finalement qui l'a attaqué, donc un turn, en tout cas plutôt un face turn finalement de Tony Nese, et du coup Tony Nese maintenant est naturellement présenté comme le babyface de l'histoire, et Murphy toujours heel mais grand salaud, et ça a commencé à s'intensifier, on l'a vu aussi à 205 Live cette semaine, où ça commençait à se bagarrer dans les vestiaires. Voilà, ça monte en puissance. Et donc pour mon favori, moi j'aurais bien donné Tony Nese. Maintenant c'est vrai qu'il est là depuis le début, il mérite un peu comme Mustafa Ali, voilà, c'est des mecs qui sont là depuis le tout début de 205. Il a pas eu beaucoup d'opportunités, donc ça peut être son bon moment, son grand moment. Le match sera très bon, mais il va durer encore 10-12 minutes comme d'habitude. Mais j'ai envie de me dire quand même, je vais prendre le risque, mais j'ai envie de me dire, même si c'est WrestleMania, que c'est souvent les moments pour changer de ceinture, j'ai envie quand même de faire conserver Buddy Murphy, à cause de Gargano, justement, en me disant que Gargano ne battra pas Adam Cole, et va passer à 205, histoire vraiment d'avoir, parce que j'attends vraiment que Buddy Murphy ait une adversité, mais vraiment forte, un adversaire face, mais vraiment de haut calibre. Tony Nese, il est bon, mais il manque un petit truc. Et puis c'est pas un babyface naturel. J'attends vraiment un gros babyface
un grand nom pour vraiment pour faire face à Buddy Murphy et pour le détrôner. Et pour l'instant, pour moi, c'était pas Buddy Murphy, c'est pas Tony Nese qui a le profil pour détrôner Murphy, même si c'est le gars, on va dire physiquement le plus costaud avec Buddy Murphy de tout le roster. Donc c'est celui qui aurait, on va dire, le plus d'arguments physiques, mais je le vois pas, je pense que c'est pas lui qui détrônera Buddy Murphy. Donc j'attends plutôt un Gargano, un gars comme ça, vraiment pour remplir ce rôle, ou voilà, un autre gars un peu venu d'ailleurs, hein, une surprise. Mais voilà. On a vu Oney Lorcan qui a rejoint le roster, donc voilà, on peut voir de nouveaux noms, mais voilà, peut-être plutôt Gargano. Donc je vais donner la conservation pour Buddy Murphy. Allez, on va passer maintenant au show principal, en tout cas a priori. Alors avant, on va quand même faire une petite parenthèse sur les matchs, ou en tout cas tout ce qui n'a pas été annoncé justement et qui pourrait arriver. John Cena, pour l'instant, n'a pas de programme. Il y a beaucoup de rumeurs, notamment notre ami Dave Meltzer, hein, qui dit un peu tout et n'importe quoi, tout et son contraire. Mais bon, il y a des rumeurs à nouveau d'un match qui serait vraiment booké pour John Cena, mais on ne sait toujours pas lequel. Ça peut être un impromptu face à Elias. Ça peut être même Cena à la bataille royale. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'on en parle aussi de Cena à la bataille royale. On parle aussi du fait que ce ne serait pas contre Kurt Angle, que ce serait pas contre Taker. Ça aussi c'est très important. Mais ça pourrait être aussi un impromptu, donc comme je vous disais face à Elias, mais on parle aussi du fait que Lars Sullivan, c'était quand même les plans initiaux, pourrait finalement intervenir pour attaquer John Cena après sa victoire, puisque apparemment, hein, ça reste encore hypothétique, il devrait gagner son match, John Cena. On ne connaît pas son adversaire, mais il devrait gagner son match, et John Cena pourrait du coup se faire attaquer. On parle notamment de Lars Sullivan, ce qui est tout à fait envisageable, parce qu'on attend quand même ses vrais débuts, depuis le temps. J'espère qu'on le verra quand même, parce que moi j'ai hâte de voir quand même ce qu'il est capable de faire. Et Triple H, en tout cas en conférence à NXT, il a dit que voilà, il n'a pas fermé la porte à son retour, et il semble y avoir encore des plans pour Lars Sullivan. Pour Taker, malheureusement, je crois que ça sent le pâté. On l'a vu très amaigri. Maintenant, voilà, il fait d'autres choses. Il fait un peu de promotion. Il sort un peu de la WWE, on a l'impression. Ça peut être du troll, mais je le sens pas. Je le sens pas. Et on a une semaine de WrestleMania. Autant l'année dernière, John Cena, au moins il nous faisait quelque chose, il nous disait un truc, il challengeait Taker semaine après semaine. Là, il y a absolument rien. On ne parle pas de Taker, que dalle. Donc Taker, à mon avis, il n'y aura pas de match. Ou alors, au maximum, au max, un petit impromptu aussi face à Elias, hein, parce que Elias, forcément, on va le revoir souvent durant le show avec ses intermèdes musicaux, donc un peu à la façon de Fastlane, hein, ce qu'il avait un peu fait. Je pense qu'il va se faire interrompre, il va y avoir pas mal de segments intéressants avec Elias. Peut-être que Taker va intervenir et lui faire un choc slam ou un truc très rapide, un impromptu. C'est le max que je pense lui voir faire à Taker. Un petit truc comme ça, vraiment un match segment, mais pas plus. Sinon, peut-être un what the fuck moment où il annoncerait directement sa retraite durant le show. Voilà, une arrivée surprise et hop, j'arrête. Il y a tout un tas de spéculations, comme chaque année, autour de Taker, mais un match, j'y crois vraiment pas du tout. Et puis pour moi, ça serait tant mieux. Il faut vraiment qu'il arrête. Et puis voilà, c'est terminé. Taker, c'est terminé. Et il faut plus y croire. Les tag teams de Raw, tag team de SmackDown, rien d'annoncé. On aura un match demain à Raw pour les championnats entre Revival et Black O'Shea. Donc on va voir ce qui va se passer. Est-ce que ces deux équipes vont avoir quelque chose à WrestleMania, ou c'est juste réservé à Raw? Peut-être que Black et Ricochet vont prendre les titres, qu'il y aura un match revanche à WrestleMania, mais qu'est-ce que Revival perd beaucoup en ce moment, je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir un match? On n'en sait rien. C'est pas impossible. Du côté de SmackDown, on parle quand même d'un match multi-men avec les Usos, avec The New Day, avec The Bar, et même avec Rusev et Nakamura.
qui prendrait la place justement de Black et Ricochet, puisque Black et Ricochet sont plus maintenant partis du côté des tag teams d'Euro que du côté des tag teams de SmackDown, donc ce serait plutôt Nakamura et Rusev qui prendraient cette place, donc peut-être un Fatal 4-Way, mais pour l'instant on n'a rien de prévu, et comme on parle aussi beaucoup de la fin de contrat des Usos cet été, on se dit il se murmure que la position éventuelle des Usos dans la carte serait un gros indicateur de leur avenir. Donc par exemple si les Usos étaient relégués par exemple en kick-off de WrestleMania, ça serait un indicateur selon lequel ils seraient plutôt vers le départ. Voilà, ça fait partie des différentes rumeurs qu'on peut lire. Voilà un peu pour les choses encore non annoncées. Le reste, ça peut être des stipulations, notamment sur le main event, on va en parler tout à l'heure. Voilà, on va repasser maintenant à la carte principale, au match annoncé, entre Randy Orton et AJ Styles, qui pour moi, je pense, a de bonnes chances d'être l'opener. Je pense que ce serait un bon choix, puisque le match sera a priori bon, et enlevé, et spectaculaire. Je pense qu'on peut avoir de très belles choses entre les deux hommes, et ça peut vraiment être un bon choix d'opener. Et puis j'ai bien aimé effectivement ce côté où on ressort un peu des éléments du réel, ce côté, voilà, j'ai gravé les échelons tout seul avec la WWE. Je suis là depuis le début, j'ai tout gagné. Tandis que toi, AJ Styles, tu faisais quoi? T'étais dans les bingo halls. Styles, lui, bah, il a quand même de quoi dire. Il dit, bah ouais, mais moi aussi, je me suis cassé le cul, j'ai tout gravi, j'ai gravi tous les échelons et je suis enfin arrivé à la WWE par moi-même après avoir tout fait dans le Daily Indies. C'est quand même aussi un très bel accomplissement. Voilà, ça tourne un peu autour de ça. C'est un peu ce match-là entre un indie darling, le indie darling par excellence, et une fabrication, finalement un produit de la WWE, un pur produit, avec Randy Orton. Voilà un peu en toile de fond de quoi parle ce match, le pitch de ce match. Le pronostic, je vais plutôt donner la victoire à Orton. Je pense que c'est plutôt lui qui va s'imposer, parce que alors ça peut être un peu simpliste comme argument, mais il y a un geste que j'aimerais bien voir, et j'aimerais bien que ça se termine comme ça. C'est un phenomenal forearm de la part de Styles et un RKO en plein vol de Orton. Voilà, je vois bien un truc comme ça. Un RKO en plein pendant un phenomenal forearm, c'est quand même un finish qui serait hyper badass. Voilà, un peu comme le curb stomp de Rollins qui avait été contré par un RKO. Voilà, ça peut être un truc comme ça. C'est arrivé à WrestleMania aussi. Voilà, j'aurais bien un geste un peu fou, encore un RKO from out of nowhere. Voilà, c'est un peu un argument facile, mais voilà. Et puis il faut le dire, il est favori, hein, Orton. Je dois reparler des cotes, mais favori. Orton est favori. Je suis pas étonné. Et puis, dans l'hypothèse où Kofi serait champion, ce qui est pas impossible non plus, on peut ressortir la vieille feud entre Orton et Kofi, puisque si Orton bat Styles, il pourrait très vite se mériter un match de championnat. Et puis avoir une feud entre Orton et Kofi, c'est très envisageable pour le titre suprême. Voilà, ça serait une nouvelle feud, et pourquoi pas. Donc voilà, je vais donner la victoire donc à Orton, dans un match qui devrait être plutôt pas mal. Match suivant, Shane McMahon contre le Miz. Voilà, tout a été dit, c'est une très longue feud qui a commencé, l'histoire a commencé quand même à Crown Jewel, donc au début novembre, donc ça a quand même 6 mois cette histoire. Enfin 5 mois, donc il y a quand même une grosse histoire entre les deux, le tag team, le turn qu'on attendait, qui finalement s'est soldé par un turn de Shane et non pas du Miz. Le Miz finalement, j'avais un peu peur, mais finalement il s'en sort pas mal en babyface. Le public embarque bien, ça fait bizarre évidemment d'avoir les rôles inversés, et d'avoir un Shane heel, mais finalement ça fait plutôt bien le taf. Et il faut le préciser, c'est un Falls Count Anywhere match, hein, ça a été précisé cette semaine. Donc stipulation. Donc le papa du Miz a été très présent dans cette histoire. C'est aussi le fondement du turn aussi, hein, puisque Shane s'est attaqué, a grippé le visage de George Mezzanin. Et donc ça a beaucoup
trash talké, notamment à SmackDown cette semaine, où il a été un peu loin, Shane, en parlant de la mère du Miz, hein, qui aurait fait une grosse mistake, une grosse erreur avec le jeu de mots, en enfantant le Miz. Voilà, ça a été très très loin, même un peu trop à mon goût, parce que aller parler de la famille, alors que bon, finalement l'argument du turn, c'était quoi à la base? C'était de se dire, oh oui, j'en ai ras-le-bol, à chaque fois les gens demandent mon aide, ils viennent toujours me demander quelque chose, et là j'en ai ras-le-bol de ça, j'en ai ras-le-bol. C'était ça l'argument de Shane pour expliquer son turn. Donc il n'y a pas non plus à aller traiter la mère, le père de Miz, enfin d'aller aussi loin quoi. Ça m'a paru un peu exagéré de trash talker autant que ça, alors que c'était pas vraiment l'argument de base pour ce turn. Bref, le match, il sera peut-être pas fameux, mais il y aura sûrement des spots sympas, coast to coast, descente du coude comme d'habitude, et puis vu que c'est un Falls Count Anywhere, ça peut aller loin, ça peut aller dans le public, ça peut aller peut-être en backstage, ça peut aller bien sûr autour du ring, vous connaissez les règles hein, du Falls Count Anywhere, donc c'est ça qui peut être sympa, aller un peu ailleurs que le ring, que sur le ring, et je pense que logiquement, vu la stipu, le but c'est que le match se termine hors du ring. Ça serait plus logique. Et pour ça, vu comment a été montée la feud, j'ai quand même envie de plutôt miser sur le Miz, hein, sans jeu de mots, qui plutôt c'est lui qui a subi le turn, c'est lui donc le babyface, c'est lui qui a une grosse revanche à prendre et qui doit finalement venger un peu son père et venger sa famille finalement. Hein. Donc je pense que c'est et puis voilà, Shane McMahon c'est le gros vétéran. C'est pas, il est pas catcheur, il est pas régulier, c'est pas un régulier. Voilà. Il est là un peu finalement pour un peu faire flamber le Miz. Je pense que c'est plutôt le Miz qui doit s'imposer, mais il y aura forcément un rôle important à jouer pour le père du Miz. Il aura son rôle à jouer. Falls Count Anywhere, c'est donc pas de disqualification. Donc il peut y avoir un petit twist à la fin. Je pense pas qu'il va y avoir un turn ou je ne sais quoi, ou une arrivée surprise, quelqu'un qui va venir aider Shane. Non, je vois pas ça. Je vais donner donc la victoire au Miz et puis avec un rôle à jouer pour le père. Et un match qui sera correct, qui sera autour de 3 étoiles 25. Voilà, ce sera pas plus que ça a priori, puisque au niveau in-ring, hein, ce ne sont pas les deux, c'est loin de là les deux meilleurs lutteurs du circuit. Et même de la WWE. Match suivant, on va parler maintenant des filles, avec un match Fatal 4-Way pour les titres par équipe entre les championnes Bayley et Banks, hein, The Boss and Her Connection, Tamina et Nia Jax, les Iconics, et donc le grand retour de Beth Phoenix en équipe avec sa grande copine Natalia, donc The Divas of Doom. Voilà la belle affiche, hein, donc entre 4 équipes, une de SmackDown, une de Raw, face aux championnes, et donc une équipe aussi vintage avec les Divas of Doom. Donc on a un plateau complet. Il manque peut-être une équipe NXT, on en avait parlé, alors à moins d'un twist. D'une équipe NXT qui s'ajouterait, ou comme je vous avais dit tout à l'heure pour la bataille féminine, un Trish et Lita qui pourrait venir s'inviter par surprise et faire pour nous faire un 5-pack challenge. Voilà, on sait jamais. Maintenant, bon, il y a peut-être pas besoin d'une équipe supplémentaire. Hein. On a un plateau qui me semble un peu assez cohérent maintenant. Toutes les filles sont représentées, enfin, en tout cas de toutes les bandes, ou alors vintage. Il manque un petit NXT, c'est vrai, mais bon, peut-être que ça va arriver. Hein. Un petit Shirai Sane, par exemple. Au hasard. Je ne vois pas de changement de titre. Je ne vois pas de changement de titre. Pour moi, c'est Boss and Her Connection qui vont rester championnes. Pour moi, ça me semble assez clair. Je vois pas. Voilà. Et puis, Iconics, à mon avis, seront plus là pour prendre le pin. Voilà. Je vois pas autre chose que ça. Le match peut être sympathique. Il peut y avoir des spots sympas. Attention au botch malgré tout, parce qu'il y a des filles. Voilà. Sur les rings qui ne sont pas les plus safe et les plus rassurantes sur le ring, hein, il faut le dire. Beth Phoenix, je m'en fais pas tant que ça pour elle. Elle a montré 2-3 trucs là. Elle en a encore sous le capot et puis physiquement elle est encore assez costaud. Donc j'ai pas trop d'inquiétude en ce qui concerne Beth Phoenix. Donc je vais donner donc la conservation des titres pour la Boss and Her Connection et je pense que il faut qu'elle continue comme ça avec les ceintures pour encore un petit moment. Match suivant, un match un peu émotion on va dire entre Baron Corbin et Kurt Angle pour les adieux, les vrais adieux de Kurt Angle au catch, son dernier match. Son vrai dernier match. Alors évidemment, beaucoup de gens étaient déçus et dont je fais partie pour l'adversaire qu'a choisi Angle, enfin qui a choisi Angle,
que les bookers ont choisi pour Angle, parce que il y a aussi des news qui disaient que les derniers matchs qu'il a disputés là en weekly, hein, pour ses adieux, enfin pour sa tournée d'adieu, que ce soit face à Rey Mysterio, là cette semaine il va y avoir un match face à Mysterio, mais les matchs précédents qu'on a pu voir face à Samoa Joe, face à AJ Styles, face à Apollo Crews, c'était vraiment des choix, des vrais choix d'Angle. Autant ce choix de Corbin n'était pas son vrai choix, il faut le dire. C'est un vrai choix backstage, mais c'est pas son choix. Donc je pense qu'il aurait vraiment préféré un John Cena. Très personnellement, je pense vraiment qu'il aurait préféré un John Cena. Maintenant, on va voir s'il va pas y avoir un twist. Ça reste du domaine du possible. Et d'ailleurs, si vous regardez un peu les cotes, on s'aperçoit que bizarrement, John Cena est même favori pour être l'adversaire de Kurt Angle, hein, devant Corbin. Devant Corbin, c'est quand même assez dingue, alors que ce n'est pas le match annoncé initialement. Mais comme je vous disais tout à l'heure, alors après Dave Meltzer, comme je vous disais avec lui, hein, il faut être prudent, mais le match Cena-Angle ne serait pas dans les plans, donc j'ai envie de le croire quand même. Ça serait sympa. Moi franchement, ce que j'aurais trouvé sympa, un petit fantasy booking, c'est que lorsque Angle entre sur le ring, on attend l'entrée de Corbin, et puis finalement Corbin ne vient pas sur le ring, et puis tout à coup on a la caméra qui arrive backstage, et puis on voit Corbin se faire attaquer, et puis tout à coup la caméra qui vient filmer des bottes rouges et noires. Bon, du coup, c'est un peu le public qui se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis tout à coup, la caméra monte, et puis on découvre, évidemment, sur la grosse pop du public, on découvre Cena avec sa tenue de l'époque, c'est-à-dire la tenue de ses débuts, lorsqu'il a confronté Kurt Angle pour la première fois pour ses débuts à la WWE, avec sa tenue, donc avec son shorty rouge là, et puis ses bottes rouges et noires, et il se présenterait face à la caméra, donc avec un Corbin qui viendrait d'être agressé, et Cena qui dirait à la caméra Ruthless Aggression. Et là le public poperait comme des malades, et là John Cena prendrait sa place. Ça serait, je pense, ça serait vraiment un super moment si on avait ça. Maintenant, ça reste du fantasy booking et je pense que ça va pas arriver et c'est visiblement pas dans les plans. Donc je pense malheureusement que c'est Corbin qui va être là. Finalement, on peut se dire que si c'est Corbin, ça passera un peu plus facilement pour faire gagner Angle que si c'était un Cena ou quelqu'un d'autre. Voire un Elias. Bon, Elias ça pourrait éventuellement passer, mais je pense pas que ça sera les plans non plus. Donc je donnais la victoire à Kurt Angle parce que c'est son match d'adieu, voilà, même si on l'a vu, il est laborieux sur le ring, c'est vraiment très difficile de regarder un match de Kurt Angle maintenant. Il a plus grand chose maintenant, il sait faire que quoi, il sait faire que son ankle lock, sa German suplex, et encore sa German elle est quand même très floppy. Son angle slam qui est même aussi dégueulasse, hein, sans impact. Il a vraiment plus grand chose sous le capot, Kurt Angle. Et j'ai mal pour lui, hein. Enfin, il me fait de la peine. Donc, malheureusement, il faut, voilà, un Corbin, ça passe. S'il peut battre Corbin, on se dira tous, bon, voilà, c'est crédible. Il peut battre Corbin. Et puis, voilà, de toute façon, Corbin, il a pas non plus, c'est pas très grave, on va dire, s'il perd, Corbin. Il aura d'autres choses, il vivra d'autres moments plus sympas. Et puis voilà. Et puis c'est un WrestleMania moment, ça sera un moment cool, la foule qui applaudira, et puis voilà, et des adieux. Et puis ça serait sympa aussi d'avoir des gens qui ont jonché sa carrière, un Samoa Joe, un AJ Styles qui arrive sur le ring, un Shelton Benjamin, un Jason Jordan, un Chad Gable, un Apollo Crews, un Bobby Roode, voilà, tous ces hommes-là que Kurt Angle connaît par cœur et qui ont jonché sa carrière, pour venir un peu le soulever là, le porter en triomphe. Ça pourrait être un bon moment sympa, et puis le laisser seul sur le ring avec le public qui crie Thank you Angle, Thank you Angle. Et voilà, un bon moment comme ça, un match qui ne rentrera pas dans les annales, sans doute. Le in-ring sera vraiment boring. À moins d'un twist, hein, comme je vous disais. Mais bon, quoi qu'il en soit, Angle, il est pas prêt, je pense, pour un gros match, et même un match très long. Je pense que ça fera 10 minutes, au grand max 10 minutes, et
Ce sera juste un bon moment à passer. Match suivant, match entre Finn Balor et Bobby Lashley pour le titre intercontinental. Match insensé. On comprend rien, cette feud, elle est traînée en longueur, elle est traînée en longueur. Franchement, je m'attendais pas à voir encore ces deux-là s'affronter pour le titre intercontinental. De façon absolument incompréhensible, Balor a perdu son titre justement face à Lashley il y a pas longtemps. Donc pourquoi le perdre pour finalement avoir à nouveau un match face à Bobby Lashley, parce que beaucoup pensaient que si Balor avait perdu ce titre un peu par surprise, c'était parce qu'on lui réservait des plans encore plus énormes pour Mania, notamment un match face à Taker, ça a été beaucoup évoqué, et puis finalement, comme on peut le voir, c'est pas le cas, donc on repart sur du Balor Lashley. Pourquoi, je n'en sais rien. Maintenant, un truc que je pense que beaucoup de gens attendent, et que moi je pronostique dès maintenant, c'est le démon. Le démon, c'est maintenant ou jamais. Il faut qu'il nous le sorte, le démon, parce que un match, on va dire, normal entre Balor et Lashley, on en a rien à branler, alors que, allez, si tu nous fais une petite entrée démon, là, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, voilà, le public poperait, une belle entrée, là, WrestleManiesque, voilà, dans le noir, la fumée, les peintures, quelque chose, là, une vraie entrée badass, là, bien stylée. Ça donnerait un petit peu plus de gaieté, parce que ce match, il s'annonce pas fameux, et il est un peu osef. Voilà, tu nous sors le démon, et bien sûr tu gagnes. Tu gagnes et tu récupères le titre que tu n'aurais jamais dû perdre, et c'est ça qu'on attend. Donc, victoire de Balor pour moi, et petit supplément du pronostic, victoire de Demon Balor, et non pas victoire de Balor tout seul. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Le démon doit sortir ses griffes et s'imposer tranquillement pour prendre la ceinture à Lashley. Lio Rush, il y a des chances pour qu'il soit présent aux alentours du ring. Là, dernièrement, il avait dit ouais, j'ai été blessé par Strowman dans le dernier Raw, donc c'est pour ça que tu ne m'affronteras pas dans un match handicap là. Et finalement, ils avaient mis Jinder Mahal, donc Mahal et Lashley, et que Balor donc avait gagné, ce qui lui avait permis donc de décrocher ce fameux match à WrestleMania. Donc le match devrait être gagné pour moi par Balor et en démon. Voilà, il faut, je pense que Balor est un vrai run de titre de champion intercontinental, vraiment. Parce que là, cette ceinture, elle arrête pas d'être baladée là. En ce moment, elle se balade et j'aime pas ça. Il faut vraiment un champion stable et je pense que c'est mieux pour Balor d'avoir cette ceinture pour un certain temps. Quelques mois, mais voilà, un vrai champion, et puis qu'on voit peut-être le Balor, le démon un peu plus souvent aussi, parce que là, il est vraiment pas assez présent, et il faut vraiment qu'on le voit, ça ferait plaisir. Match suivant, Samoa Joe contre Rey Mysterio pour le titre US, belle affiche entre deux vétérans des rings qui se connaissent aussi très bien. Alors évidemment, oui, j'aurais bien aimé un match multiman, avec du Mustafa Ali, avec du Andrade, ça aurait pu être vraiment stylé, même R-Truth qui a vu quand même de bons moments ces derniers mois, qui a été bien pushé, qui a eu même son petit run de champion. Il aurait mérité aussi d'avoir un petit match, un petit spot. Alors peut-être aussi qu'il fait pas, et j'en ai pas parlé de R-Truth, mais pour être aussi à la bataille royale d'André Géant, on sait jamais, et d'avoir sa petite victoire. C'est vrai que, alors il a gagné le Mix Match Challenge, mais bon, c'est vrai que ça ferait peut-être un peu beaucoup, et puis bon. Mais bon, comme c'est un grand pote de Vince McMahon dans la vie, hein, il faut pas l'oublier, il pourra peut-être avoir un petit truc. Mais bon, là, maintenant le titre US, ça ne bougera pas, c'est un 1v1, finalement. À noter quand même qu'on commence à revoir maintenant Dominique, hein, le grand retour du fils de Rey Mysterio, qui a bien grandi depuis, hein, on l'a vu. Il fait maintenant bien 2 têtes de plus que son père. Alors bon, j'ai quand même pas envie de penser à un turn et à une trahison de Dominique sur son père, ça n'aurait aucun sens. Mais malgré tout, enfin, Dominique donc devrait être dans le coin de Rey Mysterio, mais pas de changement de titre parce que Samoa Joe, là, il est en début de run de champion, donc la ceinture ne doit pas bouger tout de suite, et puis c'est plutôt convaincant. Et là, il redonne un peu de lustre à ce titre US. Donc j'ai pas envie que ce titre change encore de main. Il a beaucoup trop changé de main ces derniers temps avec du Rusev, du Truth. On n'y comprenait rien, et donc maintenant du Samoa Joe. Donc il faut que ça reste un peu stable. Donc Samoa Joe doit rester champion. Et j'ai l'impression qu'il est un peu plus à sa place là
que dans le main event, puisque de toute façon dans le main event on n'en veut pas, on ne veut pas lui donner de titre majeur, donc à la mid-card, donc un petit titre un petit titre intermédiaire, ça semble lui convenir davantage. Et voilà, moi je le vois bien, enfin Samoa Joe avec la ceinture US sur l'épaule, comme vous pouvez le voir sur la vignette, moi je trouve que ça a de la gueule. Ça a de la gueule, et donc il faut que ça continue. Donc je vais donner donc la conservation du titre par Samoa Joe, et il y aura d'autres feuds à venir sûrement pour Samoa Joe. J'attends de voir avec aussi les call-ups, puisqu'il y aura un Superstar Shake-up prévu à Montréal au mois d'avril. Ça va arriver dans très peu de temps, dans 15 jours, enfin 15 jours après WrestleMania. Donc il va falloir s'attendre aussi à du neuf, et donc de nouvelles feuds, de nouvelles rivalités pour Samoa Joe. Match suivant, match entre Roman Reigns et Drew McIntyre. Voilà, un match 1v1, pas de stipulation, c'est un match d'hommes. Voilà, ça va être un match un peu bourrin, une feud qui a quand même qui date un peu, entre un McIntyre un peu vendu comme un destructeur du Shield. Il les a tous détruits un par un. C'est le gars, il détruit tout sur son passage. Il a même détruit son ancien partenaire Drew McIntyre. Il avait détruit aussi Kurt Angle. Il a détruit le Shield à lui tout seul. Enfin, c'est comme ça qu'il prétend qu'il se prétend. Un destructeur du Shield. C'est vrai que il met une branlée à Dean Ambrose régulièrement à Raw. Il avait battu Seth Rollins. Bon, une petite intervention de Brock Lesnar, mais bon, il avait quand même gagné. Et puis voilà, il a mis aussi une trempe à Roman Reigns. Il l'avait carrément empêché de participer à un match d'ailleurs. Et du coup c'est comme ça qu'on a eu un Dean Ambrose qui s'est vengé, enfin qui a proposé à Triple H de l'affronter dans un Falls Count Anywhere, mais bien mal lui en a pris au final, puisqu'il s'était fait démonter la gueule, notamment avec un Claymore Kick contre une rampe. Là c'était assez bourrin. Et là il y a eu encore un match encore cette semaine qu'a remporté Drew McIntyre. C'était un Last Man Standing, voilà, suite à un Claymore Kick à nouveau. Voilà, mais le problème c'est que Drew McIntyre est buildé beaucoup trop fort, et en général, traditionnellement, ça veut dire que qu'il va perdre. Malheureusement, Drew McIntyre va perdre, et puis c'est le grand retour de Roman Reigns. Voilà, après tout ce qu'il a vécu avec Salosenny, j'ai du mal à voir autre chose qu'une victoire de Roman Reigns. Maintenant, ça veut pas, voilà, ils peuvent quand même bien faire les choses avec un Drew McIntyre qui ne sera pas décrédibilisé, qui sera quand même bien dominant dans ce match, et un Reigns qui va peut-être gagner un peu à la Cena, après avoir beaucoup subi, et faire un comeback vers la fin, mais sans que Drew n'en sorte vraiment amoindri. Ils peuvent faire quand même un match plutôt qui protégerait McIntyre, parce que McIntyre maintenant on sent qu'il est plus très loin du titre universel, du title picture. Il est à deux doigts, on sent qu'il y a un vrai truc autour de lui, mais voilà, faut qu'il franchisse cette étape, mais je pense qu'il en est plus très loin. Même s'il perd, il s'en sera pas loin. Derrière, il y a du Rollins, il y a du Lesnar, il peut y avoir d'autres hommes, et puis Roman Reigns donc qui est toujours qui sera peut-être aussi en course bientôt pour le titre, pour le récupérer. Voilà, mais je pense que Roman Reigns va s'imposer. McIntyre qui sera convaincant dans ce match, bien badass, mais ça ne sera pas suffisant. Il va se faire surprendre, je pense, par Roman Reigns. Match suivant, Triple H contre Batista, no holds barred match, et en plus, on a ajouté une petite stipulation là, qui hype un peu plus le match, c'est la carrière de Triple H qui est en jeu, parce que Batista, lui, il arrête pas de réclamer des choses, Give me what I want, give me what I want, give me what I want, I wanna, comme avait fait Triple H, en reprenant un peu du Spice Girls. C'était assez rigolo d'ailleurs cette promo lors du dernier Raw. Mais là, donc là, il y a la grosse tipu. Pour moi, ça veut dire aussi, ça ajoute un peu le fait que Triple H effectivement n'a jamais battu Batista. C'est ce qui avait été vendu au tout début lors du fameux SmackDown 1000. Lorsque Batista avait un peu provoqué Triple H en disant t'as tout accompli dans ta carrière excepté me battre. C'est comme ça que tout avait commencé. Voilà, la feud a été relancée avec évidemment cette agression sur Ric Flair pour ses 70 ans, l'agression de la part de Batista, et voilà, il est monté en puissance, du build-up vraiment solide, on va dire. Pourtant c'est pas forcément un match qui me hype sur le principe, puisque ce sont quand même deux vétérans, voilà, qui sont en fin de carrière.
Batista surtout qui n'a pas lutté depuis très très longtemps. Donc j'ai un petit peu peur quand même, notamment au niveau du cardio. Mais ça risque quand même d'être quand même intéressant parce que le build-up est vraiment pas mal. Bien meilleur que la plupart des matchs, il faut le dire. Ils m'ont bien donné envie. Les promos, notamment celle de Triple H, sont de qualité parce que Triple H il assure toujours en promo. Hein, c'est quand même le taulier, il faut le dire. Voilà, ce sera peut-être pas un super match, mais ça sera bourrin, il y aura quelque chose de personnel. C'est un holds board, donc on va utiliser des armes, on va utiliser des kendo sticks, des tables, des échelles, des chaises peut-être, table des commentateurs, ça va exploser de partout. Batista bombe, bien sûr le sledgehammer. Le sledgehammer sera forcément sous le ring, il faut à n'en pas douter. Il y aura du pedigree, il y aura de tout quoi, Batista bombe comme je vous le disais. Il y aura plein de choses. Peut-être qu'on va partir dans l'overbooking. Peut-être que Ric Flair va faire son apparition. Peut-être que Randy Orton va faire son apparition et qu'on va avoir un peu une réunion de l'Evolution. Ça peut aller très très loin cette affaire. Je parle même pas de Shawn Michaels. Bon bref, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Bon, j'y crois moins à Shawn Michaels, hein. Quand même si il va être intronisé au Hall of Fame avec Triple H d'ailleurs pour l'ADX, hein, il faut pas l'oublier. D'ailleurs, on peut peut-être avoir un petit teasing là à la veille de WrestleMania, hein, au Hall of Fame. Ça serait sympa d'avoir une intervention de Batista d'ailleurs durant l'intronisation de l'ADX. Hein. Ça pourrait être un moment sympa aussi pour donner encore un peu plus envie de voir le match. Ça serait pas impossible. Donc dans sa promo, Triple H a dit, je serais vraiment, j'aurais plus rien à faire sur un ring si je suis pas capable de battre on va dire un enculé. Désolé, c'est le mot qu'il a dit, un bastard comme Batista. J'aurais plus rien à faire sur un ring. Donc cette phrase-là me donne quand même envie de me dire, plus le fait qu'il ne l'a jamais battu, me donne envie de dire que Triple H va s'imposer. Et puis il a un rôle de babyface aussi. Donc ça peut donner aussi une indication en plus. Parce que c'est vrai que Triple H, hein, il avait tendance à perdre ses matchs, notamment contre Seth Rollins, contre Roman Reigns, mais c'est toujours en position de heel. À part contre Sting, c'est un peu différent. C'est un match vraiment aussi de vieux briscard. Bon, c'est vrai que c'est un peu l'erreur. Je pense que Sting aurait vraiment dû gagner ce match. Ça, c'est une autre histoire. Là, il est vraiment redevenu face là pour l'histoire, Triple H, donc j'ai plutôt envie de donner la victoire à Triple H. Et donc pour ce double argument, il a jamais battu Batista, et le fait qu'ils disent bah j'aurais plus rien à faire sur un ring si j'étais pas capable de battre Batista. Et je pense pas que l'idée soit que Triple H prenne sa retraite. Voilà, il est encore en bonne forme malgré son âge, et puis il est capable encore physiquement, il est capable de faire 1 ou 2 matchs dans l'année, hein, sans problème, je pense. Mais c'est déjà bien d'avoir un match, hein, puisque Triple H il s'était quand même blessé le muscle pectoral, hein, lors de Crown Jewel, hein, donc c'était quand même vraiment pas gagné pour qu'il ait un match à WrestleMania. Puis finalement, il faut le féliciter quand même à son âge, hein, d'être en mesure de vite récupérer, et voilà, donc ce match peut être bien bourrin, pas forcément spectaculaire, mais c'est un peu le match des anciens. C'est toujours bien sur une carte d'avoir ça, un match un peu old school. Et ce sera un peu à l'image de McIntyre Reigns. Ce sera le match des bourrins. Voilà, tout simplement. Donc victoire de Triple H. Match suivant, match très attendu entre Daniel Bryan, le champion, et Kofi Kingston pour le titre suprême de la WWE. Enfin, c'est officiel. Kofi Kingston est donc l'adversaire, le challenger de Daniel Bryan. Ça aura été très long à officialiser. On l'a vu, Vince McMahon, décidément, il a vraiment mis énormément de bâtons dans les roues de Kofi. Mais ça y est, cette fois-ci c'est fait. Après gauntlet match après gauntlet match. On a fini par l'avoir ce match. Alors il reste un SmackDown. Il peut y avoir un ultime troll de Vince, un ultime twist, mais là j'y crois pas. Je n'y crois pas. Et puis il l'a dit à la fin de SmackDown. Oui, Kofi sera à WrestleMania. Et puis il a même ajouté pour terminer, avant de rentrer dans sa limousine, est-ce qu'un B+ player est capable de battre Daniel Bryan? Voilà, c'est comme ça qu'il a fini. Donc il a bien précisé que ce serait un match face à Bryan. Donc il a pas dit juste oui il sera à WrestleMania et puis point barre, ce qui aurait laissé un peu le doute. Là il a bien parlé de Bryan, donc ce match aura lieu. Et puis de toute façon c'est l'histoire qu'on nous raconte depuis un bon petit moment, donc on s'en doutait. C'est quand même assez étonnant, hein. Qui aurait cru que Kingston aurait été son adversaire, quoi, l'adversaire de Bryan. C'est vraiment, voilà, c'est encore quelque chose. Ça fait partie des succès comme ça, des petites hype un peu organiques là, comme je vous disais dans ma vidéo sur Braun Strowman. C'était pareil, Becky Lynch, pareil. Ils se sont fait tout seuls.
ils se sont fait, ils se sont mis over tout seuls. Voilà, ils gagnent le respect du public, le public les aime, tous ces gens-là. Et Kofi, là, le public aime Kofi, et tout simplement, il le réclame. Il est méga over, il va avoir sûrement une super entrée. J'ai lu, et puis c'est vrai que ça peut être intéressant. Ça serait sympa d'avoir une entrée un peu old school, par exemple, une entrée normale avec les New Day, et puis tout à coup, la musique s'arrête. Biggie et Woods le salue une dernière fois et rentre en coulisses, et puis là tout à coup Kofi rentre, s'avance tout seul sur le ring, et avec le son SOS, nananana, ça pourrait être sympa aussi, le vieux thème song hein, de old school de Kofi, et puis pourquoi pas avec une tenue jaune, une tenue un peu la jamaïcaine là, donc ça pourrait être sympa aussi d'avoir ça, et puis voilà, en tapant des mains comme ça, comme il faisait à l'époque, ça pourrait être un bon clin d'œil, un joli clin d'œil. Pour le pronostic, c'est vrai que c'est pas évident, mais l'histoire nous est tellement racontée, bah justement à la façon de Daniel Bryan, hein. C'est quand même très ressemblant, et puis évidemment cette référence au B+ player, c'est drôle d'ailleurs quand Bryan dit que c'est un B+ player, Kofi Kingston, alors qu'il a subi exactement la même chose il y a quelques années, c'est très drôle, mais c'est vrai que on a vraiment l'impression que tout est monté pour qu'on ait un feel good moment, quoi, et que Kofi gagne la seule ceinture qu'il n'a pas gagnée finalement, et qui lui permettrait d'être Grand Slam Champion. Et oui, faut pas l'oublier, Kofi, s'il gagne ce titre, il sera Grand Slam Champion, il aura tout gagné, Intercontinental, US, par équipe, et donc un titre majeur, titre WWE, il aura tout gagné. Et là, je peux vous dire que la pop, elle sera d'envergure, hein, avec du You Deserve It, du Thank You Kofi, enfin voilà, il y aura vraiment une énorme pop. On peut avoir aussi, un peu comme Angle, tout le monde qui va venir sur le ring, porter en triomphe Kofi, les New Day, etc., etc. Et puis, là, alors, c'est encore des rumeurs, c'est difficile à envisager, mais WrestleMania est fait de surprises. Pourquoi pas un split des New Day, un turn? Pourquoi pas? Alors peut-être pas WrestleMania, mais peut-être le Raw. Enfin, peut-être pas à Raw, parce qu'ils font partie de SmackDown. Donc plutôt à SmackDown, dans deux jours après. Pourquoi pas une Kofi Celebration, par exemple. Une Kofi-bration. Allez, on va appeler ça comme ça. Une Kofi-bration. Pour un gros segment. Pour clôturer SmackDown. Une Kofi-bration avec les New Day. Et voilà, le truc qu'on n'attend pas, Woods et Biggie qui s'attaquent à Kofi, tout simplement, les publics qui est sous le choc, et puis on aurait peut-être une explication une semaine après pour un peu nous dire qui commencerait un petit peu à être un peu jaloux de la situation de Kofi là, qui a la ceinture suprême, qui a été beaucoup mise en valeur. Voilà, c'est peut-être une idée comme une autre. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile à envisager. On a l'impression que ce trio est incassable. Incassable. Autant le Shield, bon, ils se sont trahis tous mutuellement, c'était n'importe quoi. Autant ce trio est inséparable. Il semble inséparable. Et puis c'est vrai qu'on a Up Up Down Down, la fameuse chaîne de Xavier Woods ou d'Austin Creed, aux couleurs des New Day, rose et bleu. Alors c'est vrai que cette chaîne, elle brise le kayfabe régulièrement, mais c'est vrai que avec Biggie, avec Kofi, qui sont des invités récurrents de cette chaîne à laquelle je suis abonné, donc je les vois, ça serait très difficile de regarder Biggie, Kofi invités par Woods sur cette chaîne en se disant qu'il y a eu du turn dans une storyline. Et puis voilà, et puis la chaîne, donc, comme je vous disais, elle est brandée, elle est marquée rose et bleu aux couleurs du New Day. Donc j'aurais quand même du mal à me dire qu'il puisse y avoir une séparation au sein des trois qui fonctionne bien au niveau marketing, au niveau du public. Pourtant, ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble. Ça fait quand même, voilà. On pourrait se dire qu'il y a de la lassitude. Et c'est vrai que bon, ils ont beaucoup touché au titre par équipe. Donc là, c'est bien parce que là, maintenant, on donne une opportunité solo pour Kofi. Et donc, on a l'impression de les mettre un petit peu plus à l'écart des titres par équipe, même s'il pourrait il pourrait avoir un match face à, comme je vous disais tout à l'heure, il pourrait y avoir un match impromptu, enfin, pour l'instant impromptu, pour les titres par équipe. Mais en tout cas, voilà, on met un peu sous les thés noirs les titres par équipe pour les New Day, et là, on met un peu plus une entité en valeur, c'est-à-dire Kofi Kingston, qui s'est battu dans l'ombre, et là, maintenant, il a son opportunité. Et
Et c'est grâce aux Woods, c'est grâce à Biggie qu'il a cette opportunité aussi, il faut le dire, dans ce gauntlet match qu'on a pu avoir. Donc c'est peut-être aussi un argument. Peut-être que Kofi va devenir un peu plus sombre avec cette ceinture et va devenir un peu plus égoïste, va être un peu moins, va manquer de reconnaissance. Ça peut être aussi un heel turn de la part de Kofi envers les deux autres et non pas à l'inverse, et non pas une attaque ou un turn des deux autres envers Kofi. Ça peut être aussi dans ce sens-là. C'est pas impossible. Voilà, il y a beaucoup de possibilités et comme je vous disais, peut-être un match face à Orton si on veut développer une nouvelle feud. Voilà, donc victoire pour moi. Je vais tenter le pari fou, même si voilà cette ceinture elle est nouvelle. Enfin, Bryan, le nouvel de Daniel Bryan, il est convaincant. Et la ceinture avec cette apparence, hein, cette ceinture éco-friendly. Mais voilà, c'est le bon moment. Ça peut être le bon moment pour changer de champion. Ça fait quelques mois maintenant qu'il est champion. Voilà, une nouvelle opportunité, un nouveau titre, un bon feel-good moment. C'est vrai qu'il est tellement monté comme underdog que ça sent vraiment ça sent très bon la victoire pour Kofi. Match suivant, match entre Brock Lesnar, le champion universel, et Seth Rollins pour le titre universel. Donc voilà, c'est l'un des deux gros matchs de la soirée que j'ai placé en avant-dernier parce que voilà, on connaît déjà le main event, mais il risque quand même, il a de bonnes chances d'être placé en avant-dernier, ou alors en tout cas pas loin. Là aussi, bon, on place beaucoup Rollins, un peu comme l'underdog. Est-il capable de slay the beast? C'est un peu. Et puis là, ils ont carrément dit, c'est Brock Lesnar, il est one versus all, quoi. C'est le WWE Universe et Seth Rollins contre Brock Lesnar. Tout le monde contre lui. Maintenant, ce qui me fait penser, je vais vous donner mon pronostic. Ça va peut-être vous surprendre, mais je vais quand même partir vers la conservation du titre par Brock Lesnar. Pourquoi? Parce que déjà ce match n'est pas placé en main event. S'il était, pour moi, prendre le titre à Lesnar, c'est du main event. Pour prendre le titre à Lesnar, c'est digne d'un main event. C'est ce qui était arrivé avec Roman Reigns notamment. Voilà, c'est un événement, prendre le titre à battre clean Lesnar, c'est digne du main event. Donc le fait qu'il ne soit pas placé là, à cette place-là, c'est pour moi un indice, déjà, selon lequel Lesnar va conserver. Et puis bon, on sait que il va bientôt arriver en fin de contrat, Lesnar, et il y a déjà des rumeurs qui disent qu'il va finalement renouveler son contrat, et puis qu'en plus, il y a un show au mois de mai en Arabie Saoudite, et que bien sûr, Lesnar, dès qu'il y a du fric à se faire, il est jamais loin, et il va prolonger son contrat pour en plus participer au show en mois de mai en Arabie Saoudite. Donc ce qui peut évidemment aussi être un indice selon lequel il va rester champion. Voilà, même si effectivement beaucoup de gens pensent que c'est Rollins qui va le détrôner, et ben non. Voilà, moi de toute façon c'est WrestleMania, il faut mettre 2-3 surprises, c'est toujours ça WrestleMania, c'est des surprises aussi, hein. L'année dernière c'était une grosse surprise que Lesnar conserve face à Roman Reigns, cette année ce serait moins une surprise je pense, et puis ce n'est pas un main event, autant l'année dernière c'était quand même le main event, donc c'était encore plus une surprise que Lesnar conserve face à Reigns, là il n'est pas en main event. Et puis il y a cette rumeur de prolongation de contrat, plus l'Arabie Saoudite qui se profile. Donc je pense que Lesnar peut conserver. Voilà, après, c'est les rumeurs habituelles. Conor McGregor qui a pris sa retraite là cette semaine de la MMA. Donc ça y est, on commence à spéculer. Daniel Cormier, pareil, puisqu'on parle de lui comme commentateur à la Fox pour SmackDown au mois de septembre. Bref, ça va loin. Donc on parle un peu de tout le monde là. Peut-être une petite intervention de d'Ambrose, effectivement qui est pas prévue dans le show, ni à la bataille royale ni nulle part, mais c'est vrai qu'il est censé partir de toute façon après Mania, peut-être à la AEW, on n'en sait rien encore, donc c'est vrai qu'on le met un peu à l'écart, mais peut-être qu'il pourra sortir juste pour l'occasion, avec Roman Reigns aussi peut-être dans les parages, mais je vois pas trop ça. Conservation. Pas de turn, pas de Lesnar, pas de Paul Heyman qui trahirait son client. Faut arrêter, c'est la vieille rengaine, ça, c'est l'arlésienne ce truc. Pas de nouveau Paul Heyman guy, faut arrêter aussi avec ça. Voilà, victoire nette de Brock Lesnar finalement. Voilà, c'est mon pari fou, l'un de mes paris fous de la soirée. Et on passe enfin au gros match, le main event, le fameux triple threat féminin entre Becky Lynch, Ronda Rousey, championne d'Euro, et
Charlotte Flair, championne de SmackDown, donc la toute fraîche championne de SmackDown, triple threat match. Voilà, là, il peut y avoir un changement dans la semaine. Pour l'instant, bah voilà, pour l'instant, c'est un triple threat match pour le titre féminin de Raw. Maintenant, il peut y avoir un petit changement. On parle de la réunification des titres pour la gagnante. On parle peut-être aussi du fait que celle qui bat, si tu bats Ronda Rousey, tu prends le titre de Raw. Si tu bats Charlotte, tu prends le titre de SmackDown. Et si Becky, voilà, elle prendrait la ceinture de celle à laquelle qu'elle battrait elle-même. Bref, voilà, ça serait, on peut parler d'un truc comme ça. Je pense que c'est un peu compliqué comme règlement. Ça serait un peu le bordel, surtout pour un main event. Mais la réunification n'est pas impossible dans la mesure, tout simplement dans la mesure où on a créé les ceintures par équipe féminine. Ça veut dire que on a beaucoup plus de filles par équipe. Donc, qui dit plus de filles par équipe dit moins de filles solo disponibles, et donc si on a moins de filles solo disponibles, la tentation d'avoir non plus deux, mais une seule ceinture féminine aurait totalement du sens, à moins vraiment de renforcer significativement le roster féminin, mais on n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Voilà, et si ce n'est peut-être Baszler, une Kairi Sane, voilà, Yoshira, et je pense que c'est encore un peu tôt. Mais c'est pas ça qui sera suffisant, quoi qu'il en soit. Alors maintenant, évidemment, il y a cette fameuse image, là, montage qu'on a vu circuler là sur la toile, où on voit, elle est bien foutue cette image, hein. On voit bien sûr Bayley, Banks avec leur ceinture par équipe, on voit Charlotte avec sa ceinture de SmackDown, de championne, et aussi Becky Lynch avec la ceinture de Raw, et peut-être pour nous monter un fameux segment avec les filles les 4 Horsewomen du MMA face aux 4 Horsewomen du catch. Voilà, c'est quelque chose aussi, encore une arlésienne. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Ça peut avoir du sens, effectivement, si on a les 4 filles championnes en plus. Pourquoi pas. Baszler, c'est vrai qu'elle se rapproche du main roster. Je pense qu'elle va perdre, qu'elle ne conservera pas son titre à TakeOver. Je vous l'ai dit en début de show, en début de vidéo. Pourquoi pas. Maintenant, il faudrait que Duke et Shafir aussi se pointent. Elle me semble encore un peu green. Je suis pas sûr qu'on les voit tout de suite. Ronda étant heel, ça peut aussi avoir du sens. Ronda ayant fait son heel turn, donc ça peut aussi être une explication. Donc peut-être. Maintenant, bon, j'y crois moyennement à ça. J'y crois moyennement. Maintenant, pour le pronostic, je vois Becky Lynch s'imposer. C'est l'histoire qu'on nous raconte et c'est le main event. C'est surtout ça qui est important, c'est le main event. Et puis on a tellement mis de bâtons dans les roues de Becky Lynch. Ça ressemble à Kofi, ça ressemble un peu à Kofi aussi. Et l'histoire veut que ce soit ça, que Becky s'impose, parce que c'était un peu l'underdog face à ces deux grosses individualités. On parle beaucoup du départ, en tout cas de l'absence de cette longue pause pour Ronda Rousey, qui a des envies de fonder une famille, de s'éloigner un peu de la WWE. Donc elle pourrait perdre sa ceinture sans forcément la perdre d'elle-même, hein, sans prendre le pin ou la soumission, histoire de la protéger quand même et de la maintenir invaincue. Donc peut-être que Becky Lynch ferait le pin ou la soumission avec un disarmeur sur Charlotte Flair, pourquoi pas. Et donc peut-être effectivement, allez, si on peut y croire, on sait jamais, finir le show avec Becky Lynch qui soulève les deux ceintures. Pourquoi pas. Maintenant, et encore pareil, c'est Dave Meltzer, il faut se méfier, il dit que l'unification du titre n'est pas vraiment dans les plans. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on en parle en tout cas. Que ce serait pas forcément les plans. Bref, on sait pas du tout ce qui va se passer, alors peut-être que dans cette semaine il va y avoir encore un twist. Maintenant, je pense pas que le triple threat sera menacé et qu'on va obliger Charlotte à défendre son titre dans un match 1 contre 1, par exemple une revanche face à Asuka. Surtout que les trois filles, elles ont commencé à faire la tournée des télé américaines, donc je crois que c'est trop tard. Ces trois filles vont s'étriper et c'est ça qu'on nous vend depuis des mois et des mois. Voilà, on se souvient de TLC, de la fin du TLC, avec Ronda qui avait fait tomber l'échelle sur laquelle se trouvait Becky Lynch et Charlotte en même temps. Donc il y a quand même des images à nous montrer entre ces trois filles. Il y a le beatdown.
Charlotte qui beat down Ronda au Survivor Series. Il y a voilà toutes les bagarres qu'on a pu avoir aussi à Fastlane aussi. Bref, il y a beaucoup d'images de catfight. La Becky qui heureusement a disparu. Il était temps. D'ailleurs une Becky qui récupère drôlement vite, hein, on l'a vu au dernier SmackDown, elle ne boite plus, hein, c'est là qu'on voit que c'était du grand n'importe quoi. Ils ont tellement compliqué les choses, hein, pour monter ce match, bref, on va pas y revenir. Maintenant le match risque d'être très bon, on a trois très bonnes catcheuses, vous rajoutez Asuka et on a les 4 meilleures lutteuses de la WWE actuellement, sans problème. Donc le match sera bon, c'est le main event, c'est historique ce match, donc on va avoir du 4 étoiles. Ce match il vaut 4 étoiles minimum. J'espère, et qu'on aura un gros match de 20 minutes, voire plus, pour bien clôturer le show. À nouveau une nouvelle rumeur, à nouveau du Dave Meltzer qui disait qu'il n'y aurait peut-être pas de happy ending, hein, pour ce show. Peut-être pas. Voilà, c'est ça Dave Meltzer, c'est du peut-être ou peut-être pas. Hein. Donc le happy ending, bah, on peut l'avoir comme on peut ne pas l'avoir. C'est vrai que si on a Kofi Kingston qui devient champion, et ce qu'ils vont nous faire aussi, nous réserver un autre happy ending avec Becky, ça ferait peut-être beaucoup, surtout que les deux histoires sont similaires. Maintenant, comme je vous disais, Rollins pour moi ne gagnera pas, donc ça fait déjà quand même un happy ending en moins. Il en reste 2, peut-être que il n'y en aura qu'un seul, que seul Becky ou seul Kofi remportera la ceinture. À mon avis, il y en aura au moins un des deux. Les deux, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est mon pronostic. Kofi et donc maintenant Becky devraient, pour moi, gagner les titres. C'est l'histoire qu'on nous raconte. Et pareil, la grosse pop, you deserve it. Voilà, c'est ça. Becky, c'est quand même le gros underdog, the man, la seule à ne pas avoir de ceinture. Ça aussi, c'est pas mal. C'est intéressant de dire ça, à noter. C'est le fait d'ajouter donc cette ceinture pour Charlotte, qui, alors selon les rumeurs, bah elle était trop en dessous, pas assez mise en valeur. Ça, c'était la grosse blague. C'est pour ça qu'on lui a donné cette ceinture. C'est n'importe quoi. La fille, elle a toujours des passes droits. Vince l'introduit comme ça alors qu'elle a rien à voir dans l'histoire. Elle a même pas gagné le Royal Rumble. Bref, elle a rien à faire là. Mais c'est ça, c'est des coups de troll. C'est comme si c'était le gage de qualité. Il nous faut du Charlotte à toutes les sauces. Alors que normalement, l'histoire qu'on devait nous raconter, c'était Ronda, Becky, match qui n'a jamais eu lieu, hein. Encore, puisque elle s'était fait péter le nez par Nia Jax. Donc le match au Survivor Series entre Ronda et Becky n'a jamais eu lieu, on s'en rappelle. Donc ce match est toujours préservé. Peut-être qu'il aura lieu à SummerSlam, peut-être, hein, c'est peut-être aussi une affiche pour SummerSlam, avec peut-être cette fois-ci les rôles inversés, avec Becky championne et Ronda challengeuse, on sait jamais. Si elle fait son comeback, hein, après une longue pause, on sait jamais. Mais il faut qu'il ait lieu ce match. Il faut qu'il ait lieu ce match entre Becky et Ronda. Il le faut. Mais voilà, Charlotte n'a rien à faire là. Mais ça peut être intéressant de se dire, ben voilà, on a deux championnes. Les deux championnes du main roster là. La ceinture rouge, la ceinture bleue. Et puis Becky là qui fait un peu figure d'intrus avec rien. Pas de ceinture autour des hanches, rien, à part son blouson en cuir, ses cheveux roux et c'est tout. Et son t-shirt The Man, c'est tout ce qu'elle a montré. Ça fait un peu intruse, et c'est pour ça que ça donne encore un côté encore plus underdog. Et voilà, je pense que l'histoire aussi, c'est un peu comme Kofi. Je pense que l'idée, ce serait que Becky finisse championne et qu'on clôture le show comme ça. Avec le petit bonus, hein, si les 4 Horsewomen du MMA se pointent, et avec les Becky, avec Banks et Bayley qui s'ajoutent, et on finit le show avec ce face à face 4 contre 4. Ça peut être une fin possible, mais il y a tellement de fins possibles et tellement de surprises possibles que voilà, c'est quand même difficile à pronostiquer. Mais voilà, victoire de Becky pour moi, c'est comme ça qu'on doit clôturer le show. Voici pour les pronostics. Donc désolé, la vidéo était très longue, il y a eu beaucoup de choses évoquées. En même temps, voilà, c'est la seule vidéo que je ferai. J'ai hésité à faire une vidéo en 2 parties, mais j'avais pas trop le temps cette semaine. Donc voilà, vous aurez tous les éléments, Takeover, WrestleMania en 1h15. Ça me semble quand même pas si mal que ça. Et vous avez tous les éléments. Et même les trucs imprévus, je vous en ai parlé. Je vous ai vraiment donné tous les éléments possibles. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez mon point de vue, et à vous de faire vos pronostics. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez liker la vidéo, et même si vous n'êtes pas d'accord, puisqu'évidemment,
Moi, je veux des likes, c'est toujours très important pour moi, pour ma visibilité. Et donc, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner, à faire partager cette vidéo au plus grand nombre, hein, afin de me faire connaître de plus en plus. On se retrouve donc dès lundi prochain, je vous le promets, puisque je serai en congé, je vous ferai une review pour WrestleMania, donc la review lundi. Je parlerai peut-être aussi vite fait de TakeOver. Je ferai 10 minutes, pas plus, pour faire une petite review très rapide de TakeOver dans la même vidéo. Dans la semaine, une vidéo de 5 minutes s'il y a besoin d'ajout, de compléments sur la carte, des choses importantes, des stipulations qui n'étaient pas prévues, un match impromptu, match par équipe notamment, voilà, match de John Cena, j'en sais rien, bref, je ferai un petit complément dans la semaine si besoin est. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de semaine, donc un bon dimanche, une bonne fin de dimanche, à très bientôt, on se retrouve très très vite, amusez-vous bien, la semaine va être excellente, ça va être hypant de ouf, on va vraiment passer de super moments, vraiment on va avoir des étoiles plein les yeux, la carte est pas forcément fantastique, il y a des choses un peu osef, des build-up assez pourris, une road to WrestleMania très décevante, c'est vrai, mais c'est WrestleMania, il y a toujours cette magie, et tant qu'il y a cette magie de la road to WrestleMania, même si la route est pourrie et mal bookée, il y a quand même cette magie, la passion qui est toujours présente. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch. Ciao à tous.